Alors, je vais vous restituer le travail que j'ai présenté lors de ma soutenance de thèse en juin 2016. Ce travail n'a été possible qu'avec l'étroite collaboration des médecins généralistes et celle de mon directeur de thèse, M. Josso. Alors, la réflexion de ce travail a porté sur les infections urinaires, notamment leur prise en charge en médecine générale. Alors, les infections urinaires sont un outil de consultation fréquent. En France, l'incidence annuelle est estimée entre 4 et 6 millions par an et générerait 1 à 2% de l'activité des médecins généralistes. Les infections urinaires sont majoritairement féminines, avec Escherichia coli en chef de file des micro-organismes impliqués. Depuis 1990, 4 conférences de consensus ont jalonné la prise en charge des infections urinaires. Et donc nous nous sommes interrogés sur le niveau d'adéquation entre la prise en charge faite par les médecins généralistes et les recommandations de 2014. Notre objectif donc avait pour but d'évaluer en fait la conformité des prises en charge confrontées au référentiel de 2014. Puis, dans un second temps, d'identifier les germes impliqués et d'analyser la prescription des fluoroquinolones. Alors pour cela, nous avons opté pour une étude de pratique reposant sur 2 questionnaires. Le premier, appelé questionnaire sur vos pratiques habituelles, visait à déterminer les pratiques de chaque médecin en matière d'infection urinaire. Puis le second questionnaire, appelé questionnaire portant sur votre patient, visait en fait à évaluer les pratiques effectives des médecins au travers de l'inclusion de chaque patient. Pour que notre étude soit la plus représentative possible, nous avons contacté et soumis notre projet à l'ensemble des médecins généralistes installés dans les communes de Guyane. Alors, les médecins participants devaient compléter le premier questionnaire une fois, puis, dans un second temps, inclure à l'aide du second questionnaire tous les patients âgés de plus de 16 ans se présentant pour un tableau d'infection urinaire. Alors, après avoir combiné la liste des pages jaunes et celle de l'URPS, nous avons dénombré 96 médecins généralistes. Nous avons contacté par téléphone l'ensemble de ces patients et ça a pu aboutir à 58 rendez-vous. Nous avons essuyé 9 refus et 33 mails ont été envoyés aux médecins joignables par téléphone. Alors, sur les 96 médecins contactés, 54 ont participé à notre étude. Alors, nous pouvons nous demander quelles sont les pratiques habituelles de ces médecins. Sur les 54 médecins ayant collaboré à notre étude, 24 avaient pris connaissance des recommandations. Face à un tableau d'infection urinaire, 22 médecins déclaraient réaliser systématiquement une bonnette urinaire et 9 médecins déclaraient prescrire systématiquement un ECBU. Face à un tableau de cystite, en fait, 30 médecins déclaraient prescrire de la phosphomycine et 15 penchaient pour la fluoroquinolone. On observe en fait que les fluoroquinolones étaient à privilégier en cas d'infection urinaire masculine et de pyélonéphrite pour respectivement 36 et 22 médecins. Alors, l'ensemble de ces médecins ont inclus 163 patients, dont 140 femmes et 23 hommes, avec une moyenne d'âge de 42 ans. Parmi ces patients, 33 ont été identifiés avec un facteur de risque de complication. Ces facteurs de risque de complication ont permis de classer les différents diagnostics selon les recommandations en vigueur.
Ainsi, nous avons pu répertorier 117 cystites à risque. À des proportions moindres, nous avons diagnostiqué 23 infections urinaires masculines, 13 pyélonéphrite simples, 3 pyélonéphrite à risque de complications et 7 cystites à risque de complications. Alors, quel a été le niveau de conformité de prise en charge pour ces patients? Sur les 163 patients, seuls 44 ont bénéficié d'une bandelette urinaire. Sur les 88 ECBU prescrits, seuls 42 étaient conformes aux recommandations. 14 imageries prescrites étaient conformes. Sur les 154 antibiothérapies prescrites, 77 étaient conformes aux recommandations. Si nous prenons l'exemple des cystites aiguës simples, sur les 117 patientes, 45 ont eu la phosphomycine, traitement de première intention pour la cystite aiguë simple. Sur les 77 antibiothérapies conformes, 52 avaient une durée adaptée. Si nous reprenons donc l'exemple des cystites, sur les 3 des 45 patientes ont eu de la phosphomycine pendant 2 jours. Or, les recommandations préconisent 1 jour de traitement. Alors, au total, sur les 163 patients inclus, seuls 12 avaient une démarche diagnostique et thérapeutique conforme aux recommandations de 2014. Parmi les 88 ECBU prescrits, nous avons eu un retour de résultat pour 64 ECBU, dont 54 positifs et 10 stériles. Les entérobactéries ont représenté 49 isolats, dont 36 E. coli. Les résistances observées sur E. coli portaient essentiellement sur les bêta-lactamines. Alors, quelles sont les limites de notre étude? Tout d'abord, un faible taux d'inclusion de patients dû à la surcharge de travail qui a pu occasionner notre étude. Un biais également de recrutement est avancé car les médecins généralistes ont pu sélectionner en fait des patients considérés comme plus passionnants, notamment à la réception des ECBU. Mais notre étude avait quand même un avantage, celui de l'utilisation d'un double exemplaire qui permettait en fait de limiter les effets de l'auto-évaluation. Alors, notre étude a révélé une faible adhésion aux recommandations, avec notamment la réalisation de bandelettes urinaires insuffisantes, la prescription de CBU et d'imagerie souvent injustifiée, et la prescription d'antibiothérapie souvent inadaptée. Alors, quelles actions pourraient favoriser l'adhésion aux recommandations? Tout d'abord, la simplification de leur publication. Puis, dans un second temps, des actions de santé publique, en fait, pourraient favoriser la diffusion de leur publication. Et puis, dans un second temps, une évaluation pour évaluer l'impact sur les pratiques des médecins généralistes. Des actions également de formation par le biais d'EPU favoriseraient également cette adhésion. Alors, pour conclure, notre étude a révélé des pratiques des médecins généralistes discordantes des recommandations de 2014. Elle a également mis en évidence un attrait injustifié pour des fluoroquinolones. Elle a illustré l'implication des E. coli dans les infections urinaires et plus largement dans des entérobactéries. Alors, à la lumière de nos résultats, il semblerait y avoir de nombreux freins à l'adhésion aux recommandations et des actions de santé publique pourraient y remédier. Merci de votre attention.